Bonjour à tous, je suis vraiment très content d'être là, en plus en présence de Françoise. Yes. Donc Françoise, vous avez beaucoup de chance de l'avoir aussi. Jamais à 9 h du matin. C'est surtout ça le truc. Donc ça fait 40 ans qu'elle travaille dans le domaine de l'IA. Elle a dirigé de très nombreuses thèses dans le domaine, dont la mienne, il y a quelques années. C'est vrai. Oui, ça fait... On dit les chiffres? Non, on ne va pas dire les chiffres. C'est vieux. Voilà, donc on va passer un bon moment ensemble. On va essayer de garder un temps pour les questions, parce que je pense qu'elles peuvent être nombreuses, en tout cas sur un domaine comme celui-là. On verra si on arrive à bien gérer le temps. Avant de démarrer, j'aurais juste 3 petites questions. Qui pense qu'il va être amené, dans le cadre de son métier de développeur, à utiliser l'IA dans les prochaines années? Waouh, pas mal. On s'en va, c'est pas la peine, ils savent tout. On peut dire qui est-ce qui a déjà utilisé l'IA? Il y en a moins. Il y en a moins. Quand même. On a quand même des choses à dire. Peut-être. Qui a une vision positive de l'IA? Waouh, très bien. Et qui en a peur? Les mêmes. Voilà. C'est les mêmes. Ok, voilà, super. Ok, on attaque? C'est ça le sujet, hein? Alors, ouais. Go. D'abord, on s'est dit, ce serait bien de définir un petit peu l'IA et puis son contexte, en fait. Absolument. Alors, typiquement, l'IA, on raconte partout, et je vais citer mes sources, Cédric Villani vous dit l'IA, c'est les maths. Qui pense que l'IA, c'est les maths? Il y en a? Incroyable. Donc, ça, c'est la théorie. On vous dit, l'IA, c'est des maths et des stats, de l'informatique, et la connaissance métier. OK. Et l'IA, c'est cette espèce de patatoïde là, qui couvre un petit peu tous ces domaines. Là-dedans, il y a du machine learning, là-dedans, il y a du deep learning. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le big data. Donc, après ça, on va avoir des métiers, data scientist, data engineer, statistician, qui sont un petit peu différents et qui vont mettre l'accent, plus ou moins, sur une partie ou une autre de ces 3 choses-là. Ça, c'est ce qu'on raconte. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est ce qui est écrit là-haut. En haut à droite. Vous prenez une équipe projet en IA, n'importe où vous voulez, dans une grande entreprise, dans une start-up, ce que vous voulez, sauf peut-être en université quand on veut faire de la recherche, et encore. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un maigre petit statisticien tout seul avec 20 informaticiens autour. Donc l'IA, c'est d'abord et avant tout vous. L'IA, c'est de l'informatique. C'est prendre des données, les nettoyer, les mettre dans une base ou dans un data lake, les triturer sous toutes ces formes, prendre une librairie, 2 librairies, 3 librairies, il y a plein de librairies open source pour faire ça, pour faire les modèles, et ensuite restituer les résultats. C'est vous qui faites ça, c'est jamais le statisticien. Le statisticien ou le matheux, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, peut-être, il va concevoir un nouvel algorithme. Le nouvel algorithme que je connais, XGBoost peut-être, ça a quoi? Ça a 10 ans. Donc l'IA, ça n'est pas des maths. On peut s'en aller maintenant, c'est bon. C'est bon, ils ont compris, toi. Vous êtes d'accord avec ça? C'est complètement scandaleux de raconter des histoires aussi fausses. Alors, j'ai pris comme exemple sur ce petit truc-là, là. Vous voyez le job de data scientist, là, en rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Et le job de statisticien, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Donc les jobs, c'est pas en maths, c'est pas en stats que ça se passe, c'est en informatique. Vous regardez ici, sur les job listings, sur, je ne sais plus où c'était ça, sur, je ne sais pas si c'est sur LinkedIn ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que toutes les compétences demandées sont toutes des compétences d'informatique. La dernière étant Scikit-learn, qui est une librairie open source qui a démarré en France en particulier. Donc, de quoi on a besoin aujourd'hui? On a besoin de gens qui sont capables de maîtriser toute la chaîne de traitement des données pour arriver à faire de l'intelligence artificielle. Yes, c'est toi qui... Les nouveaux outils logiciels, vous les connaissez tous? Tout le monde connaît Python, évidemment. Tout le monde connaît les bases NoSQL? Qui connaît les bases NoSQL? Tout le monde ici, là, on est dans un public, mais bien sûr. On voit de plus en plus en fait, des données qui arrivent dans les data lakes qui sont sur des clusters Hadoop ou des choses comme ça. Bon. Toutes les librairies d'analyse, alors logiquement, si vous voulez apprendre tout ça, c'est aller voir ces librairies-là
Et alors la dernière chose que j'ai fait dans ma carrière, j'ai été professeur en Chine, j'ai eu des étudiants chinois, et la façon dont je les ai formés, je les ai collés sur Kaggle. Vous connaissez tous Kaggle? Allez sur Kaggle, faites des challenges IA. Eux, ils en faisaient un par semaine. Et ben, au bout de 2 mois, ils connaissaient. Donc, avec des librairies comme ça, vous pouvez en fait faire de l'IA tout de suite, obtenir des résultats. Ce ne sera pas les meilleurs résultats de la planète, on s'en tape. Vous apprendrez comme ça, en faisant. Faites. Après, vous ouvrirez des livres de maths si vraiment vous avez envie de faire ça. Vas-y. Ah, les grands moments. L'histoire, un peu d'histoire. Ah, l'histoire de la chose. Alors, l'histoire de la chose, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en IA, il y a 2 fils. Il y a le fil rouge et le fil bleu. Le fil rouge, c'est nous, et le fil bleu, c'est les autres. Le fil bleu, en gros, c'est ce qu'on appelle GoFi, c'est Good Old Fashioned AI. Autrefois, dans les années 50, 60, l'IA, c'était l'IA symbolique. C'était les systèmes à base de règles, les systèmes experts et toutes ces choses-là. Et puis, par ailleurs, les rouges, c'était ce qu'on a appelé les connexionnistes, les malpropres, qui ne faisaient pas des choses bien formelles et bien nickel comme les... Il n'y avait pas de base de connaissances. Ah, il n'y avait pas de base de connaissances. Et nous, qu'est-ce qu'on disait? On disait déjà à l'époque, on disait, bon, on utilise des données et on apprend. Donc la grosse différence, c'est d'une part les gens qui utilisent de la logique et qui vont faire des démonstrations extrêmement structurées pour modéliser la connaissance dans des systèmes de règles, et les gens comme nous qui disent, nous, en fait, on ne croit qu'à une chose, c'est le monde réel tel qu'il est, qui nous donne des données. Et à partir de ces données, on va construire des systèmes qui apprennent. C'est ça la nouvelle AI. Alors, si vous regardez un peu ces 2 courbes, vous voyez que quand les bleus gagnent, les rouges sont complètement à plat. Et puis les bleus se cassent la figure parce qu'ils racontent des trucs qui ne fonctionnent pas. Et donc là, on a un petit peu d'espace, on remonte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les hivers de l'IA. Vous voyez qu'il y a des hivers de l'IA. Alors, la chose la plus importante, c'est donc, je vous ai mis tous les mots-clés là que vous devez tous connaître par cœur. La chose très importante à comprendre, c'est 2 choses. Premièrement, les premières applications industrielles. 1 point pour les bleus. Parce que là, c'est les machines Lisp, c'est les premiers systèmes experts qui ont été utilisés. Là, ils ont marqué 1 point. Et puis après, on s'est rendu compte qu'un système expert dans lequel on va essayer de modéliser une situation extrêmement complexe, il y a tellement de règles qu'on ne sait plus, comment dire, contrôler l'ensemble de ces règles. Vous avez 10 règles fastoches, vous en avez 1000 fastoches, vous en avez 10 000, elles commencent à être contradictoires, elles commencent à ne plus aller ensemble, et vous n'arrivez plus à maîtriser tout ça. Par ailleurs, le monde évoluant, il faut que constamment vous rajoutiez des règles. Et c'est là-dessus que ça a planté. Ça a pêché, oui. Donc l'époque des machines Lisp a eu un grand succès, et puis ensuite ça s'est effondré. Tout ce qui est agent intelligent, sémantique web, ça reste assez flat depuis. Et en 2012, donc ça c'est l'étoile rouge qui est là, je reviens de Chine, donc c'est normal qu'il y ait une étoile, forcément, une étoile rouge. Donc en 2012, qu'est-ce qui se passe? En 2012, il y a une compétition qui était sur l'image, qui s'appelle ImageNet. Donc toute la communauté de l'image, tous les ans, ils ont des grands ensembles de données et tout le monde rentre en compétition pour savoir quel est le... C'est des millions d'images. Ah, des millions, oui, des millions d'images. Aujourd'hui, Facebook, c'est 3,5 milliards, donc c'est encore pire. Donc, tout le monde vient chaque année, essaye ses algorithmes pour voir qui a le meilleur système. Et puis, chaque année, en fait, sur la base de données grossit un petit peu, et chaque année, on gagne un petit demi-pourcent, on est un petit demi-pourcent meilleur. Et puis, un beau jour, il y a, en 2012, une équipe qui est menée par Jeff Hinton, de Toronto, au Canada, qui arrive avec son thésard, et ils font 15% de mieux que tout le monde. Ce jour-là, silence total dans la salle, tout le monde était scotché. Impossible. C'est-à-dire, ils ont cru d'abord que c'était impossible, qu'il y avait une erreur, que quelque chose, et ils ont creusé, et ils ont compris qu'en fait, pour la première fois, quelqu'un dans cette compétition était arrivé avec un algorithme totalement nouveau, qu'ils ont appelé le deep learning, qui est en fait un truc qu'on a utilisé, nous, dans les années 90. Donc, ce n'était pas une technique nouvelle, c'était simplement une technique que tout d'un coup, ils ont réussi, alors par un miracle les gars qui ont fait ça, c'est un système de développement absolument incroyable. Ils ont enquillé plein de petits morceaux. Enfin, ça ne devait pas marcher. C'était impossible que ça marche, mais ça a marché. Et donc, ce jour-là,
tout a changé. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, l'année d'après, à cette compétition ImageNet, tout le monde faisait du deep learning. Donc la grosse révolution qu'on voit aujourd'hui, c'est là que ça a démarré. Tout le monde s'est rendu compte qu'on avait des techniques qui vraiment changeaient totalement la donne. Donc c'est ça l'histoire. Voilà, et puis on peut dire, quand on voit ça, on voit que finalement la révolution IA qu'on est en train de vivre, elle est très jeune. Dans ses applications industrielles, elle est née il y a très très longtemps dans ses bases théoriques, et dans ses bases pratiques, elle est très très récente en fait. C'est là qu'on en est en fait. On en est vraiment à ça. Vas-y, clique. C'est vraiment le démarrage. Donc ça, voilà. Donc ça, je sais que ce slide fait très très plaisir, parce que je me rappelle quand j'ai démarré ma thèse, tu m'as dit mais non, logic programming, ça sert à rien, faut pas faire ça, Didier. Voilà. Ça, c'était le début de notre relation. Donc qu'est-ce qu'on voit là ici? C'est un graphique qui est intéressant, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un rapport qui analyse, c'est issu d'un rapport qui analyse les brevets qui sont déposés. D'accord? Donc c'est intéressant de voir les brevets par rapport au papier scientifique. C'est là pour illustrer le nombre d'applications industrielles. D'accord? Donc il y a les papiers, ça permet de voir où est-ce qu'on recherche. Donc on est plutôt dans le domaine de l'invention, et les brevets, on est plutôt dans le domaine de l'innovation. Où est-ce qu'on innove en ce moment en fait? Donc on voit qu'il y a vraiment une explosion. Enfin, c'est vraiment une explosion. 2012, on voit 2012. 2012, voilà. C'est le moment où tu as cours. C'est là où ça démarre. Voilà, ça explose. C'est vraiment le début de l'exponentiel. Ouais. Et là, on voit les systèmes logiques tout ce qui est complètement les bonnes vieilles techniques d'IA. Encéphalogramme. Voilà. Et puis même, je me rappelle ce que tu me disais sur la logique floue. Voilà, tu avais bien raison. Passons. Voilà. Donc les grandes tendances. Yes. Alors ça, c'est simplement, vous faites sur Google le Google Trend, puis vous mettez ces mots là, machine learning, big data, deep learning ou AI. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en fait que toutes ces choses-là, l'artificial intelligence qui était très haute, donc en 2004, ça, c'était l'informatique symbolique. Ce n'était pas le connexionnisme. Parce qu'autrefois, en 2004, intelligence artificielle, c'était les systèmes symboliques. Ils nous ont piqué... Enfin, piquer notre technique pour la mettre dans la leur. Mais en gros, l'IA symbolique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. D'accord? Elle meurt. Et pendant ce temps-là, le big data, le deep learning, le machine learning, c'est le machine learning qui monte le plus fort, le deep learning étant juste une partie du machine learning, tout ça, ça explose. Donc aujourd'hui, les sujets, c'est machine learning, big data, deep learning. Le symbolique, lui, il est à bas bruit en dessous, on va dire. Donc là, on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est on voit à travers ces différentes techniques du domaine de l'IA. Donc, dites-vous, réseau de neurones et deep learning, c'est la même chose. C'est ce que vient de vous dire François. C'est simplement un repackaging marketing, le deep learning. On peut dire ça. Complètement. Voilà. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sur la courbe verte, on voit donc les inventions autour du machine learning, c'est les publications scientifiques. Et la courbe bleue, c'est la mise en application industrielle, donc le côté innovation, puisque derrière, il y a des gens qui déposent des brevets. Et on voit que, au début, les réseaux de neurones, c'était d'abord une histoire de chercheurs, et puis finalement, pas grand-chose dans le domaine de l'industrie. Ce qui était autour des support vector machines, c'est un peu l'idée. On voit que là, ça remonte, mais c'est un peu lié aussi à l'arrivée de la data, mais ça reste des mouvements faibles. Et là, on voit, au niveau du deep learning, il y a une énorme corrélation entre les papiers scientifiques et puis les brevets qui arrivent associés, en fait. Alors, ce qu'on ne voit pas, j'ai toujours mon biais chinois, ce qu'on ne voit pas là-dessous, c'est que ces explosions-là sont très largement tractées par ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire, si dans la salle, vous êtes, je ne sais pas, 200 peut-être. Ils sont 600. Ils sont 600 là? Non. Voilà. Je te le dis, c'est ce que m'ont dit les organisateurs. Incroyable. Bon, donc vous êtes 600. Si j'étais dans une conférence en Chine, donc j'étais en Chine dans des conférences Big Data par exemple, vous seriez 6000. D'accord? Le chiffre qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui se passe en France, c'est 10 fois plus, excusez-moi, en Chine. Et donc, en fait, une grosse partie de cette croissance sur les patents, sur les publications, c'est lié en fait aux publications chinoises. Donc, je pense qu'on doit être inquiet un petit peu par ce qui se passe là. C'est ce qu'on va voir. Il faut être vigilant sur ça. Alors, quels secteurs vont être impactés? Alors, premièrement, pour parler des secteurs, il faut bien comprendre que l'IA, ce n'est pas un truc qui arrive tout seul, une bulle, quoi. L'IA, c'est dans une certaine vague, c'est la vague du numérique. Donc vous savez tous, le premier pilier, donc là on a volé les slides, donc vous pourrez voir les sources, mais bon. Le premier pilier, c'est le web. Quand on parle d'IA, on parle d'abord et avant tout de données.
D'accord ? Le truc qui est critique dans tout ça, c'est les données. Les données, à partir du moment où on a eu le web, donc quand tu faisais ta thèse, le problème des données, c'est qu'on en avait très très peu. Il fallait aller dans la rue, enregistrer les gens pour avoir de la parole. Aujourd'hui, des données, vous en avez partout. Donc la première chose, le web a basculé, enfin fait basculer ce domaine-là en amenant tout d'un coup des volumes de données absolument délirants, énormes. Ensuite, il y a eu le mobile, donc à nouveau tout plein de données. Là, vous êtes en train de générer tout plein de données pour des applications intéressantes qui regardent vos mobiles. Derrière ça, tout le mouvement autour du big data, c'est-à-dire comment on fait pour manipuler, pour stocker, pour etc. les big data, donc des nouvelles architectures, des nouvelles techniques. Et l'IA, c'est la cerise sur le gâteau qui arrive derrière ça. Donc l'IA, c'est vraiment dans la continuité d'un mouvement. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir quel est le pilier qui est après, là, celui qu'on ne voit pas là. Celui-là, on ne le voit pas encore. Donc la question, c'est pour moi, en tous les cas, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais on est complètement dans cette continuité-là. Ça impacte tous les secteurs. Alors, voilà, j'avais dit à Françoise, quels sont les secteurs qui vont être impactés par l'IA et quels sont les secteurs qui ne vont pas être impactés. Alors elle m'a dit, je ne sais pas quel est le secteur qui ne va pas être impacté. Celui qui ne va pas être impacté, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que dans toutes les entreprises que je vois, puisque au Web France IA, en fait, on a des membres qui sont des entreprises, grands groupes, start-up, etc. Tout ce qu'on voit, c'est toujours la même histoire. Les gens, ils veulent commencer à faire de l'IA dans leurs entreprises, premièrement. Deuxièmement, ils ont besoin de talent. Donc, moi, je ne vais pas dire venez travailler chez moi, mais je vais dire allez-y, allez travailler où on fait ce genre de choses. Et toujours, la démarche, c'est de dire on va commencer par utiliser l'IA pour réduire nos coûts. Donc, par exemple, on a des gens qui font de la saisie manuelle, ou du classement automatique de documents, ou des choses comme ça. On va automatiser tout ça et ça va réduire nos coûts. Première chose. Ou bien on va prendre les fameux bots conversationnels pour automatiser un peu les tâches de répondre au téléphone. Les horribles trucs qui répondent oui, attendez 10 secondes, j'arrive. Bon, d'abord, on réduit les coûts. Et puis ensuite, derrière, ce qui va se passer, c'est que une fois que ça a été fait, donc on a bien raboté, donc on a augmenté la compétitivité de la boîte. Derrière ça, on se met à développer des nouveaux services. Donc typiquement, une boîte d'IA qui réussit dans son IA, c'est une boîte qui commence par nettoyer tous les trucs qui n'allaient pas, et ensuite qui se met à sortir des services qui n'auraient pas pu sortir avant. Et c'est ça qu'on va voir, et c'est ça peut-être dont on parlera tout à l'heure. Donc là, j'ai mis pareil, hein, j'ai repris, voilà. En gros aussi, quels sont les sujets sur lesquels il y a le plus de brevets en ce moment, le transport, les télécoms, la sécurité, on sent que c'est des domaines, des espaces où il y a vraiment énormément d'innovation dans ces secteurs-là. En tout cas, c'est les secteurs les plus innovants en ce moment. On ressent derrière le transport tout ce qui est voiture autonome, hein, forcément. Voilà. Peut-être, si tu reviens en arrière, si tu peux, sur la sécurité, vous êtes tous conscients de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un président absolument magnifique, n'est-ce pas ? Et de ce qui se passe en Angleterre, le Brexit, il faut bien comprendre que ça, c'est l'IA. Ça, c'est des utilisations de l'IA dans lesquelles des gens ont manipulé un système pour récupérer des données. Je ne dis pas voler parce que ce n'est pas encore complètement démontré. Mais il faut bien comprendre que la sécurité, la cybersécurité, c'est des domaines absolument fondamentaux aujourd'hui pour protéger, par exemple, bêtement les démocraties. C'est-à-dire pour éviter qu'on élise un Donald Trump et qu'on mette tout un pays complètement dans la merde parce qu'on a manipulé le vote du Brexit. Fondamental, ça. Beaucoup de recherches dans ce domaine. Ouais. Voilà. Donc là, on voit aussi... l'IA s'applique aussi à la vision, à l'analyse de texte, à l'analyse de la parole, à tout ce qui est scheduling. Voilà un petit peu aussi les endroits où sont chauds. C'est vrai que la vision, c'est vraiment l'endroit, aussi c'est le plus spectaculaire. Hein. Voilà, c'est comme ça que 2012, mon étoile rouge en 2012, c'était sur la vision. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire un système de reconnaissance de visage, par exemple, ou qui voudrait faire de l'analyse de scène en vision, s'il n'utilise pas des modèles deep learning, il n'a rien compris. Il perd forcément, puisque c'est la technique absolument indispensable. Donc ça, c'est le domaine des données non structurées qui manque. Et puis après, on voit ici, dans le domaine de la vision, si on fait un zoom, donc on retrouve tout ce qui est biométrique. Donc justement, on retrouve à nouveau encore la vision, l'analyse faciale. C'est vraiment le domaine où il y a le plus de R&D des entreprises. L'OCR,
qui était là. Et puis, on voit arriver ce qui est la compréhension d'une scène, et donc derrière, il y a tout ce qui est voiture autonome, forcément, en fait. Bien sûr. Donc, pour la petite histoire, OCR. Ah, l'OCR. C'était ta première boîte? C'était ma première boîte, oui, en effet. Donc moi, j'ai créé une boîte, une start-up en 1991. J'ai quitté l'université pour ça, une brillante carrière m'était ouverte que j'ai lâchée. Et en 1991, on avait donc un système d'OCR à base de réseaux de neurones, ce qu'on appelle deep learning. Et on a racheté une petite boîte standard qui faisait de l'OCR poussiéreux, on va dire. Donc à l'époque, on avait un système d'OCR qui fonctionnait et on a calé, on va dire, parce que tout simplement, on n'avait pas les données. C'est-à-dire qu'acquérir des volumes de données d'OCR, c'est absolument un boulot absolument énorme. Il faut que vous récupériez les données et que vous les étiquetiez. Vous savez qu'en machine learning, la plupart des modèles sont des modèles d'apprentissage qu'on appelle supervisés. C'est-à-dire, si je veux reconnaître vos visages, j'ai des photos, si j'en ai quelques 50, 100, ce serait pas mal, avec son nom. Donc l'éthique, et puis pareil pour vous, et ainsi de suite. Donc pour avoir un système de reconnaissance d'OCR, c'est la même chose. Je veux plein d'images d'une lettre A avec le fait que c'est un A. Et ce travail-là d'étiquetage de données, d'annotation, on dit aussi, ce travail-là, il est énorme, et quelquefois, c'est fait par du crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on publie en ligne des données, ça s'est fait en astronomie, ou dans des choses comme ça, pour étiqueter des planètes, tout simplement. Donc, on publie les bases de données et les gens vont étiqueter. Ce travail-là est énorme. C'est un des gros barrages, en fait, en IA. Si on n'a pas ça, on est très mal. Donc, on est mort à cause de ça. Les gens un peu malins, maintenant, ils font des captcha. Voilà. Ouais, donc, quand en gros, ils se servent de vous pour labelliser les données. Pour étiqueter les données, bien sûr. Malin, j'ai dit malin, après, bon, peut-être. Ouais. Voilà. Bon, alors, vrai sujet. Bouge pas là. Réponse. L'IA peut-elle dépasser l'humain dans la salle? Là, j'aimerais bien savoir. Qui pense ça? C'est tout. Mistake. C'est déjà fait. Hein, c'est déjà fait abondamment. Alors, l'IA ne dépasse pas l'humain partout, bien entendu. Mais l'IA a déjà largement dépassé les humains sur énormément de tâches. Donc, dans les jeux, c'est clair. L'IA a écrasé... Watson a écrasé les humains sur Jeopardy en 2011, AlphaGo sur le jeu de Go, puis nouvelle itération, puis nouvelle itération sur les échecs, enfin bref, et puis là le dernier c'est le fameux StarCraft 2, donc StarCraft 2 pareil, écrasé, donc les jeux ça va, ça y est, on sait que pour gagner au jeu, vous mettez une IA dans votre poche et vous êtes sûr de gagner. D'ailleurs, j'ai lu un truc cette semaine. L'équipe qui est derrière AlphaGo, Alpha Zero, là, il s'attaque à un jeu de société français. Alors, je ne me rappelle pas du nom parce que je ne suis pas gamer, mais un jeu de plateau, en fait. Oui, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, comme dans le StarCraft dont on parlait, c'est que c'est des jeux dans lesquels on n'a pas toute l'information. C'est-à-dire que quand vous jouez aux échecs ou au Go, vous avez le plateau devant vous, voilà, le jeu, il est là, il est devant vous, vous avez tout. Par contre, dans ces nouveaux jeux auxquels ils s'intéressent, ce sont des jeux dans lesquels l'information est totalement incomplète, cachée, et dans le dernier jeu en question, dont tu as oublié le nom, et moi aussi, c'est un jeu en fait où pour gagner, il faut collaborer avec les autres. Voilà, et on ne connaît pas les cartes des autres en fait. Voilà, donc, dans le domaine de la médecine. Dans les jeux, c'est gagné. En médecine, il commence à y avoir des applications dans lesquelles, en fait, l'IA fait mieux que les praticiens, mieux que les médecins, donc en psychiatrie, en cancer du sein en particulier. Enfin, ça, c'est ceux que j'ai trouvés. Il y en a qui sortent tous les jours. Perception. Bon, en perception, ça y est, quoi. Le sujet, il est réglé. Hein. L'IA reconnaît mieux les images que vous, en fait, pratiquement. Voilà. Après, on peut la piéger, mais ça, c'est anecdotique. Et dans le domaine du légal? Alors dans le légal, là j'ai cité un exemple qui est assez intéressant. Vous avez peut-être jamais vu dans votre vie des contrats de merger and acquisition, là, des espèces de pavés comme ça. Et donc pour analyser ces trucs-là, il y a des équipes de juristes qui dépiotent le contrat dans le détail pour analyser les différentes clauses. Et quand vous êtes dans une négociation comme ça avec une équipe en face de vous, en fait, il y a des petites choses qui ont été changées. Toute la question, c'est de comprendre l'impact de cette petite chose sur des articles peut-être complètement ailleurs. Donc, ils ont fait un système qui a été
mis en compétition avec, je crois que c'était une vingtaine de juristes dans un grand cabinet, pas un petit cabinet inexpérimenté, et ils se sont aperçus que leur système était meilleur que la moyenne. Donc, le système bat, en général, les juristes là-dessus. La chose intéressante, c'est qu'ils battaient en moyenne, mais le meilleur juriste arrivait au même niveau. Donc, on en est là. On en est en fait à des cas très précis où l'IA va clairement être aussi bonne ou meilleure que nous. La question, c'est what's next? Ouais, et en plus, c'est la grosse différence aussi, c'est que là où les avocats, ils avaient plusieurs jours, là, l'IA, elle sortait en quelques heures le résultat, voilà, en fait. Donc, ça fait une grosse différence. Voilà. C'est C'est vrai qu'il y a des métiers qui nécessitent beaucoup de cognition et qui sont très répétitifs, et ça va être un domaine où l'IA va exceller, en fait. Un métier où il faut de la cognition et c'est répétitif, là, vous pouvez dire, si vous êtes là-dessus. Et si tu le fais vite, tu gagnes. Quoi, voilà, exactement, c'est sûr. Les juristes, il faut avoir la réponse. Bon, les limites maintenant. C'est bien beau tout ça. Quelles sont les limites? Alors, les limites. Déjà, il faut de la data. Alors, oui. La première chose, c'est qu'on a envie quelque part de comparer l'IA à nous. Nous, on a un cerveau, nous, c'est notre mesure de l'intelligence quelque part. Donc la question, est-ce que l'IA peut nous battre? Oui, sur toutes les tâches dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que l'IA peut nous battre en général, surtout? La réponse pour l'instant est non. Alors la première raison, c'est qu'en fait, une IA, aujourd'hui, comme j'ai dit, elle est entraînée en apprentissage supervisé avec plein d'exemples qui ont été étiquetés. Et quand je dis plein, Facebook, 3,5 milliards. D'accord? Donc il faut que vous ayez réussi à collecter 3,5 milliards d'images et que vous ayez eu toutes les étiquettes sur ce truc-là. C'est un boulot énorme qui demande des ressources tout à fait significatives et qui font que pour beaucoup, le premier problème, c'est ça. J'étais l'autre jour avec une petite start-up justement qui travaille sur un système légal et ce qui me disait, c'est simple, nous, on travaille sur des contrats en français et les contrats en français étiquetés, on ne les a pas. Ou on en a des bases très petites. On peut trouver plein de choses en anglais, mais pas en français. Donc la question, c'est d'abord et avant tout les données. Comment on fait pour collecter des données aussi massives? La deuxième question, c'est les moyens de calcul. Alors maintenant, si vous voulez entraîner un modèle typique de réseau convolutionnel deep learning avec 30 couches et des dizaines ou centaines de millions de paramètres à estimer, en fait, il vous faut des fermes de GPU et des quantités de calcul absolument massives. Ce n'est pas le genre de petit jeu qui est donné à la portée de n'importe qui. D'accord ? Il y a des entreprises comme Google, Facebook, etc., qui ont ça. Une start-up qui se lance, son premier problème, si je reprends l'exemple de ma petite start-up l'autre jour en legal, son problème, c'est les données et c'est les machines. Donc vous avez ce problème-là. Alors maintenant, quand on regarde ça, on dit, mais c'est nul, le cerveau, il est bien meilleur. Donc ce chiffre-là que tu as, là, c'est clair. Nous, avec rien, qu'est-ce que tu as pris ce matin? Un café, pouf, voilà, et ça hop, marche. Ça y est, je suis capable de parler. Mais le ferme de GPU, c'est autre chose. Ouais. Donc ça, c'est un gros problème, et c'est un gros problème à deux niveaux. Un, il faut les avoir. Et puis deux, ces machins-là ont une consommation électrique qui devient vraiment inquiétante, impressionnante. Vous savez tous que les data centers, de plus en plus, on les met au nord, pour se refroidir. C'est-à-dire la consommation énergétique et l'impact sur l'environnement de ces trucs-là devient vraiment un problème. Donc, c'est une limite vraiment importante. Et une des questions de recherche aujourd'hui, c'est de dire, on a su faire des systèmes comme ça qui ont appris, est-ce qu'on peut faire des systèmes qui peuvent apprendre sur du small data? C'est-à-dire qui vont pouvoir apprendre avec très peu de données. Donc ça, si vous avez la réponse, là, je pense que vous avez fait un carton, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas apprendre avec très peu de données du tout. Évidemment, une IA, ça n'a pas de représentation du monde. Exactement. Par exemple, Didier, il sait que s'il descend là, il va tomber, il peut se faire mal. Une IA, elle ne sait pas ça. Une IA n'a pas une représentation du monde, n'a aucune conscience de ce qu'il fait. On lui a appris à reconnaître des visages, il reconnaît des visages, mais l'impact de ça, il ne sait pas. On verra tout à l'heure éventuellement un exemple. Il y a d'autres problèmes aussi plus gênants, c'est que je suis capable à peu près d'expliquer comment les choses fonctionnent. Un système d'IA, lui, n'a aucune explication à donner. Il fournit son résultat sans explication. Et il y a des cas en particulier, par exemple en santé. Si on vous dit vous allez mourir du cancer, la question c'est
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, quoi? Naturellement, on a envie d'explications. Et aujourd'hui, les systèmes de deep learning en particulier ne savent pas expliquer. Pas de justification. Voilà. Résultat. La data. On en parle. C'est le vrai problème. Alors pourquoi on utilise beaucoup de données? Donc là, j'ai pris un exemple. Vous voyez 9 petites courbes, là, on s'en fiche. Si tu fais un clic, tu vas voir un zoom sur une grosse. Ces 9 petites courbes, c'est 9 ensembles de données, donc 9 applications, si vous voulez. Et là, c'est un site qui s'appelle Book Crossing. Vous pouvez aller pour prendre des livres, on vous en recommande. Donc vous avez à l'horizontale le volume des données et à la verticale les performances. Qu'est-ce que vous voyez? Vous utilisez peu de données, vous avez peu de performances. Vous utilisez beaucoup de données, vous avez beaucoup de performances. Cette courbe-là, c'est tout le temps. C'est-à-dire, si vous avez 1000 points et moi j'en ai 10 000, je gagne. Tout le temps. Sauf si vous êtes un foutu de faire tourner un algorithme. Enfin bon. Donc, le volume de données, le nombre d'observations, comme on dit, le nombre d'exemples, vous gagnez sur le volume. C'est pour ça que Facebook utilise 3,5 milliards. Et si vous en utilisez 1000, vous êtes complètement pilé. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle la variété. Donc ça, c'est un résultat d'un de mes étudiants chinois. Il va sur Kaggle, il fait une compétition pour un site qui s'appelle Kakabox, donc c'est un site taïwanais, je crois, de recommandation de musique. Il utilise les données du départ, c'est la courbe plate. Donc, uniquement avec les données du départ, voilà ce qu'il obtient. Et il génère des nouvelles variables. C'est-à-dire que plus vous allez pouvoir fabriquer de nouvelles variables, et plus vous allez augmenter en performance. Donc, non seulement vous avez plus de points, plus d'images, enfin, en l'occurrence plus d'interactions, mais en plus de variables, vous augmentez dans la profondeur, comme on dit en big data, et dans la largeur, comme on dit aussi en big data, la variété. Donc le volume, la quantité de données, c'est ça qui vous fait gagner. Donc la question numéro 1, c'est les données. Plus vous en avez, et mieux ça va. Il nous reste 5 minutes. Je sais pas. Si. Si, ils n'arrêtent pas de me dire faut speeder, faut speeder. On speed. Alors là, bon, passons, c'est bon. Passons très vite. Là, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? On dit tout le monde s'y est mis. Donc tous les petits trucs là en bas, c'est les années, et tous les petits drapeaux, c'est chaque pays a annoncé un plan IA. C'est simple, tout le monde s'y est mis. Les plus frappants, c'est le Canada. Alors là, on a fait un petit zoom sur la Chine. Après, bon, le Canada. Dans l'autre sens, ouais. Donc ça, j'ai fait un petit zoom sur la Chine. Donc juste, je resitue le contexte. Tu viens de passer 3 ans dans une université chinoise pour former nos futurs compétiteurs. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Ouais. Ouais. Donc, ce que je voulais montrer ici en Chine, c'est donc ils sont partis de zéro. Notre problème à nous, c'est qu'on ne part pas de zéro. Peut-être que ça, c'est un problème des fois. Et pour comprendre qu'ils ont réussi en 3 ans, en partant de zéro, c'est-à-dire que je peux confirmer que les étudiants chinois, quand je suis arrivée, ils ne connaissaient rien dans ces domaines-là, en 3 ans, avec des investissements massifs. Alors quand je dis massif, dans la petite ville où j'habitais qui s'appelle Tianjin, le port de Pékin, ils ont fait une ville IA. Le premier jour, ils ont mis 1 milliard de dollars, pouf. Ils sont venus 6 mois après, 2 milliards de dollars, et 6 mois après, 10 milliards de dollars. Ça, c'est la Chine. Donc, des investissements massifs, un accès aux données illimité. Nous, on est bêtement dans une démocratie, c'est-à-dire que si je veux prendre des photos de vos visages, retourner à la maison et faire mon système, il faut que, il faut 600 signatures. Bon. Donc bref, eux, ils n'ont pas ce problème, c'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent donner un accès illimité à une start-up qui se crée de toutes les images de caméras dans les villes chinoises. Dans les villes chinoises, les caméras, il y en a partout, absolument partout. Donc des boîtes comme ça, donc celle-ci c'était sur la reconnaissance de visage, la SenseTime. Donc ils ont levé de l'argent bien sûr. Il y en a une autre sur la parole, la même chose. Dans la parole, ils ont donné accès à tous les enregistrements qu'il y avait dans les centres de renseignement. Donc un accès illimité à l'argent, aux données, plus un léger support du gouvernement, qui dans ce pays-là veut dire quelque chose, ça veut dire qu'immédiatement, vous pouvez en fait arriver et devenir leader mondial. Ces gens-là sont devenus des leaders mondiaux en 3 ans. Donc là, c'est des petits services amusants. Si tu fais un clic, tu vas voir le robot livreur. Non, tu ne l'as pas vu. Donc en gros, par exemple, vous traversez la route, quand même, ça c'est un scandale.
En dehors, au feu vert, il n'y a personne, d'accord, mais vous êtes reconnu instantanément et votre photo apparaît sur l'écran, là, avec votre nom, pour dire que vous êtes un mauvais citoyen. Ah, c'est parce qu'il a traversé au feu rouge, là, tu as dit au feu vert, tu as dit il traverse au feu vert. Ah oui, c'est vert, c'est pour les voitures et vous traversez, c'est pas au bien vert du pour tout, les voitures, d'accord, je croyais au vert pour les piétons. Non, vert pour les voitures, bien sûr. Ouais, Attends, mauvais citoyen, là. Et vous avez un score social. Le score social, ça va rentrer dedans. Toutes les situations dans lesquelles vous avez fait des choses pas correctes, ça rentre dans votre score social. Le score social va dire, si vous avez le droit de prendre le train, si vous avez le droit de prendre l'avion, si vous avez le droit d'envoyer votre gosse à l'université, etc., etc., etc. Ça rappelle un peu un épisode, pour ceux qui connaissent, de Black Mirror. C'est en train d'arriver en Chine, en fait. Voilà. C'est en train d'arriver en Chine, voilà. Et là, il y a... Donc, alors la question, c'est est-ce que la France peut rattraper son retard? Moi, je dis toute seule non. Donc, la question plus large, c'est est-ce que l'Europe peut rattraper son retard? Ça va être dur. En tous les cas, la formation est cruciale. On a des bons ingénieurs, on a des gens qui sont des bons mathématiciens, disons-le, on est très content de ça. On a des très bonnes écoles de formation, mais tout le problème, il est qu'on n'en a pas assez. Donc, massivement, partout en Europe, il faut qu'en fait, on augmente de façon très significative le nombre de personnes qui sont capables de jouer à ces jeux-là. On a des données aussi, mais pas assez. C'est-à-dire que quand GAFA ou les Chinois sont assis sur des volumes de données absolument massifs, nous, on a nos pauvres petits ensembles de données. Et donc, la question, c'est comment on fait pour mutualiser les données. Tu me parlais d'un exemple tout à l'heure là, de gens en génétique. Comment je fais pour utiliser mes données et utiliser aussi les données de mes concurrents? Alors, quand on dit ça à des entreprises, ils sont carrément tétanisés. Et puis, ils commencent à comprendre qu'en fait, ça va être nécessaire. Et donc, la question, c'est comment on le fait de façon secure, de façon distribuée. Donc, il y a tout un domaine en fait, de développement nécessaire dans ce domaine-là. Tout à l'heure, je vois une boîte qui essaye de faire ça. Pas facile. Donc, il nous faut des données, il nous faut les mutualiser. Reviens en arrière, le dernier point. L'éthique. Bon, il faut être éthique, d'accord. Et il faut plein de sous, mais ça, c'est un peu plus dur. La rumeur voudrait que... 20 milliards dans la Commission européenne. Voilà, c'est la rumeur. Ce serait sympa. Les risques. Les risques, il n'y en a pas, ouais, non. Alors, ça, c'est les peurs. Ouais. Les risques, en fait, il y a des risques sur, par exemple, les armes autonomes. Alors, la Commission européenne, je suis dans l'un de leurs trucs, là, et il y a des choses sur lesquelles on met ils appellent ça un fil rouge. On ne fera pas ça. On ne fera pas des armes autonomes. On peut parfaitement le faire, hein, c'est facile, entre guillemets. On peut parfaitement faire des systèmes qui tuent automatiquement sans l'intervention d'un être humain. Ça, on décide qu'on ne fera pas. Ça veut sans doute dire qu'à au prochain inconvénient, on se retrouvera en face de Chinois qui, eux, le feront. Exactement. Un autre risque, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la manipulation des votes, la manipulation des mouvements sociaux. C'est très facile aujourd'hui de faire ça. La reconnaissance de visage généralisée. Partout où vous êtes, un système vous reconnaît. En France, en Europe, on ne peut pas faire ça. Et on dit, on ne veut pas faire ça. Fil rouge, interdit de faire ça. Le score social, fil rouge également. Donc il y a des décrets qui sont en train de se préparer sur ces choses-là. On ne veut pas pouvoir faire ça. Et puis il y a des choses un peu plus subtiles, ce qu'on appelle le biais dans les données. Vous avez sans doute entendu parler d'applications, je crois que c'était Google qui faisait ça, sur la reconnaissance de visage, qui reconnaissait sur des visages de personnes noires, qui reconnaissaient tout à fait autre chose que des personnes noires. Donc le biais dans les données, la façon, comme les données sont critiques, si les données ont quelque chose qui ne va pas dedans, en fait, vous allez obtenir des résultats qui sont complètement nuls. Ce qu'on appelait autrefois gigot. Garbage in, garbage out. Yes. On avance parce qu'ici... Ça finit là. On a bientôt fini. Ouais. Le gros risque? Moi, je dis ça. Moi, je dis le plus gros risque, c'est la peur. Le plus gros risque, c'est l'ignorance. Et là c'est des enquêtes qui ont été faites sur la façon dont les différents pays percevaient l'IA. La curiosité, en France, on est relativement curieux, mais on est concerné, donc inquiet, on n'est pas optimiste, on est indifférent, on n'a aucune confiance. Enfin, voilà, ça
c'est la population française, quand elle répond à des enquêtes sur l'IA, c'est plus ça. Je suis heureuse de voir que ce n'était pas ça comme ça ici. Ouais, donc la peur et l'ignorance, c'est des choses pour que l'IA se développe et explose un petit peu dans la société, dans les entreprises. C'est ça le problème pour moi. Ah. Là, on est sec un peu. Il y a des inventions qui donnent des innovations. On espère qu'on va arriver à des progrès. Voilà. Alors, quel pourrait être un progrès à toi? Voilà. En tout cas, mes espoirs, et je pense que les espaces où moi j'attends beaucoup de choses, c'est dans le domaine de la santé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la santé et que ça peut en tout cas aider à progresser, rendre accessible beaucoup de traitements pour beaucoup moins cher. Et donc, globalement, ça fera des progrès. Toi, tu me parlais aussi dans le domaine de la pollution, par exemple. Je reviens de Chine où, en gros, la pollution tue des millions de personnes par cancer ou par crise cardiaque. Moi, j'ai passé 3 ans avec un masque sur la figure. Donc, quand vous avez 300, 400 de pollution, alors qu'en France, à Paris, on doit avoir 30 aujourd'hui, en fait, vous ne pouvez pas sortir dans la rue. Et si vous respirez, c'est crise cardiaque ou c'est cancer. Et donc, si vous êtes capable, et on peut le faire avec l'IA, de réduire la pollution, vous pouvez par exemple diviser le taux de cancer par 10. Ça a un vrai impact. D'accord ? Voilà. Autre idée, à vous ? Voilà. On a fini en fait. En fait, on a fini. Voilà. Ça va ? Merci beaucoup. Super.